Alors, Michel Lèbre, bonsoir. Vous êtes notre invité tétéou de la semaine. Alors, quand on vous parle de raréfaction dans les médias, vous dites, c'est pas indispensable, on peut continuer à travailler sans aide dans tous les magazines et sur toutes les chaînes de télévision. Oui, c'est vrai, oui. Oui, c'est vrai. Oui. Fais des réponses plus courtes. Non, 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 non. C'est vrai, je peux pas rajouter. Donc, c'est Oui, pas... dis oui. Dis oui. Alors, comme vous touchez... Attends. Alors, ce qui va nous simplifier le travail Oui, ce vas-y, soir, vas-y. c'est que vous êtes de retour sur scène avec un nouveau spectacle qui s'appelle Leb 40 ans. Voilà. En fait, Leb n'a pas 40 ans, je crois que c'est pas un secret. Non, Lève en a fait un peu plus, oui. Un peu plus. Leb a 2 ans de plus que moi. Faites le calcul chez vous. Mais en fait, vous fêtez vos 40 ans de carrière. Donc voilà. Alors, il y aura donc dans ce spectacle des imitations, des sketchs, des parodies, le tout avec des musiciens dans une ambiance de music hall. Parce que vous aimez le music hall et vous avez raison. On regarde à quoi ça ressemble. On ne peut plus rire de tout. Mais alors, si on peut plus rire de tout, chers amis, franchement, de quoi est-ce qu'on va rire? Le sexe et le pouvoir, ça c'est drôle. Hein, le coup du scooter et du casque, ça c'est drôle. Comme il faut tout l'envers, il aurait pu mettre le scooter sur la tête et s'asseoir sur le casque. Il y a du swing. Je m'en dirais pas, hein. Moi, j'aime le musical. Ces jongleurs, ces danseuses légères, et le public qui rigole quand il voit des petits chiens blancs portant faux col. Moi, j'aime tous les samedis. Ah oui, c'est ça. Ben voilà, on y est. C'est un mot qui n'existe plus. On est dans le music hall. C'est-à-dire que le musical, c'est justement le lieu où on peut faire vraiment tout ce qu'on aime, quoi. Ouais. C'est-à-dire chanter, danser, faire rire, faire des grimaces, faire de la pantomime, faire du théâtre, de la comédie, échanger avec le public. C'est ça la force du mot musical. C'est-à-dire Ouais. c'est total, quoi. Voilà. Vous êtes en tournée dans toute la France, donc, et au Casino de Paris, mesdames, messieurs, du 14 décembre au 7 janvier. Alors, beaucoup d'humoristes piquent des sketchs aux Américains, mais sans l'avouer. Vous, avec la machine à écrire de Jerry Lewis, il n'y a jamais eu ce problème, parce que vous l'avez rencontré en 1972, vous lui avez fait le sketch, et il vous a dit c'est formidable, et c'est ce qui vous a décidé, en fait, à vous lancer dans le music hall. Oui, c'est-à-dire qu'à l'époque, je faisais déjà cette imitation de Jerry Lewis avec la machine à écrire. Et je passais dans un cabaret perdu à Montparnasse, un truc, c'est une pizzeria. Et à l'époque, Jerry Lewis était à l'Olympia. Je m'étais déguisé en journaliste belge, avec ici une photo, et avec son nom en dessous, c'était Monsieur Vente de Pute, avec ma photo. Et je voulais un rendez-vous, un interview de Jerry Lewis, juste après son spectacle. On m'a laissé rentrer, à l'époque, on laissait rentrer tout le monde. Je suis rentré, et là, devant Jerry Lewis, je lui ai dit, écoutez, figurez-vous que je ne suis pas du tout journaliste, mais je suis fan, je suis juste un fan, je veux un autographe, c'est tout. Ça a fait marrer, il m'a dit, ok, c'est bien, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je lui ai dit, je suis non seulement fan, mais je fais un sketch qui s'appelle La Machine à écrire, que je vous ai emprunté, voilà. Il me dit, mais où? Je dis, bah, dans la pizzeria, pas loin à Montparnasse. Il me dit, je peux venir demain? Ça, c'est le genre de truc que tu crois pas ce qu'il dit, et effectivement, le Non, demain, on est complet, connard. Je l'ai pas dit, mais quand j'ai dit au patron de la boîte, pas du restaurant, il vient, il me dit c'est ça, l'empereur de Chine viendra aussi. Et il est venu à minuit, et il s'est installé dans la salle, et là, il était à 10 mètres de moi. Et Il vous j'ai a fait adoubé le d'une sketch. certaine façon. Oui, il m'a adoubé, quoi, Ouais. c'était formidable. On regarde à quoi ça ressemble. « 40 ans. Alors, est-ce que sur scène, vous refaites la pub bégon vert et bégon jaune? Non, mais on me le demande. Ah ben, je comprends quand vous Et le la demandez. mouche? La mouche, je fais la mouche et le bourdon, bien sûr. Et je Ah fais ouais, la des mouche, bruitages. énorme, la mouche. Et le bourdon, naturellement. Et bégon vert et bégon jaune. Ah, tu vas Et voilà. voir, tiens, lui, il faut lui Marina est expliquer. morte de rire. Et Faut lui expliquer, on va regarder.
ne combat pas les insectes qui font comme les insectes qui font. Alors contre les il y a jaune et contre les il y a vert. Non, mais ce qu'il y a, c'est que, imagine que ça fait. Ce cas, je l'ai fait il y a 40 ans, il y a 43 ans exactement, je sais pas si tu imagines. Et on me demande ça quelquefois dans la salle. Et les gens qui me disent, bon, vous pourriez nous faire ça? Je dis, j'ai plus l'âge quand même pour me foutre par terre à quatre pattes. Écoutez, vous vous débrouillez bien sur scène quand même, vous êtes agile. Oui. Alors, je pensais pas qu'avec le recul, votre imitation ait pu choquer certains insectes. Il y a eu des plaintes. Alors, il y a un sketch qui a beaucoup choqué, évidemment, c'est l'Afrique. voilà. L'Africain, évidemment. L'Africain. narines. Mais vous le faites, hein, sur scène. Ça, c'est une histoire que Carlos m'a racontée. C'est Ce quoi? ne sont pas mes lunettes, ce sont mes narines. C'est Ouais. Carlos qui me l'avait Mais raconté. c'est terrible, ce sketch. T'as vu, il balance les morts quand il est emmerdé. Quel enculé. C'est une vidéo de Carlos. On regarde à quoi ça ressemble. Je suis africain. Ah mais oui. Je suis le fils de Bokassa présentement là. Et tous les blancs qui sont ici ont essayé de noircir mon père là. Dans une affaire pas très brillante. Mais je vais vous dire, je suis en France présentement pour faire mes études de président de la République. Je travaille le soir au noir. Et t'imagines qu'à l'époque, on était invité, enfin, moi j'étais invité dans toutes les émissions pour faire ces sketchs. Et alors, ça fait un scandale. Alors, vous dites que les Noirs rient de ce sketch, alors ça tombe bien. Rico, tu en penses quoi? Écoute, Thierry, non, ça me fait pas trop rire, moi. Qu'est-ce qui te fait rire, toi? Par contre, le sketch avec le Chinois... Ah bah voilà. Ah bah voilà. J'adore. Je pense qu'aujourd'hui, ce serait infaisable de créer aujourd'hui ce sketch. Ah, ce serait infaisable. C'est-à-dire que le sketch, sur scène par exemple, actuellement, je fais ce qu'on appelle l'Africain. Ça veut dire que je raconte l'histoire du jazz en partant de l'Afrique, vraiment, avec un personnage qui parle de cette manière-là, parce que l'Afrique, c'est ce langage-là. Et je fais une caricature de ce personnage. Mais après, ça devient le jazz. Mais bon, il n'y a jamais eu... D'abord, il faut venir voir le spectacle. Bah, Puis il n'y a évidemment pas une seconde l'once d'un millième, d'un milliard de racisme. Non, puis à la fin, tous ces gens qui lèvent le bras, c'est magnifique. Évidemment. Non, mais c'est ça. Non, on vous connaît. Alors, Des grosses conneries, ok, enfin, vous êtes qu'on plus a tout pu seul, parce que Gad Elmaleh et Kev Adams ont fait un sketch Ridicule. sur les Chinois. Je sais. Ils se sont fait allumer comme personne. Ridicule, ridicule. Ouais, donc je veux dire, voilà, maintenant vous êtes 3. Exactement. Ici la voix. Oui. Sachant que l'Afrique compte 1,3 milliard d'habitants, pouvez-vous nous préciser ce que vous appelez l'accent africain? Alors justement, c'est une excellente question, parce que quand je suis allé en Côte d'Ivoire faire des sketchs ou même au Cameroun, chaque fois que je sortais de scène, les Africains venaient me voir en me disant « Écoutez, nous, on n'est pas d'accord du tout, on n'aime pas du tout avec ce que vous faites, parce que ça, ce n'est pas le bon accent. Ça, c'est l'accent du Cameroun. Alors que nous, c'est la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas pareil. » Voilà ce qu'ils me disaient. Donc vraiment, en plus, c'était tellement bon enfant Non, et mais ne vous sympathique. excusez pas, parce que de toute façon, vous avez dit une fois d'ailleurs, de toute façon, on fait tous partie de la race humaine. Oui. C'est un peu Miss France. Oui, peut-être. Mais c'est pas faux. Mais non, mais je le pense profondément. Juste rigolo, qui aime pas les trémolos, qui préfère le rire aux larmes. Juste un fou du roi, et le roi c'est toi, toi, messieurs, dames. Carlos. Quel salaud. Tout est parti de lui. Ouais. Alors, vous publiez un livre aussi, le 8 novembre, chez Kero, qui s'appelle Le Dictionnaire de ma vie. Donc, c'est classé dans l'ordre alphabétique. Vous racontez des anecdotes sur le métier et vous parlez aussi de votre vie privée. Ah. Vous parlez du divorce de vos parents, qui a été un choc terrible pour vous. Vous aviez 10 ans. Vous n'avez revu votre père qu'à l'âge de 33 ans. Ça a été un séisme. Mon père, oui, effectivement, je ne l'ai pas vu pendant 25 ans. Et quand j'étais en tournée, je suis tombé sur lui. Il était venu me voir en spectacle. Et là, je lui ai dit, écoute, c'était un grand moment très, très émouvant. Et je lui ai dit, écoute, je suis à l'Olympia, là, dans 8 jours. Ça me ferait plaisir que tu viennes. Il me dit, d'accord. Il vient. Je m'arrange pour que ma mère et lui ne se rencontrent pas, parce que ça fait 25 ans que je ne s'était pas vu. Donc, je mets ma mère à un bout du rang, mon père à l'autre bout. Le spectacle commence. Et pendant le spectacle, mon père, qui est un peu fatigué, un peu tout le lacet très rapidement. Et pendant le spectacle, il est sorti de scène, il est allé chez Marilyn, qui est un petit bar derrière l'Olympia, enfin dans les coulisses. Et là, il s'est sifflé une petite bouteille de vin blanc.
Et en revenant dans la salle, il se trompe de porte et il rentre sur scène. Donc là, il y a un événement, il se passe quelque chose d'incroyable. Moi, je suis sur scène, je ne le vois pas rentrer, il est au fond. Ma mère voit mon père donc rentrer, s'asseoir à côté du batteur et rester sur scène pendant tout le reste du spectacle, c'est-à-dire pendant les 3 quarts d'heure qui restaient. Gérard Louvain, qui était mon producteur à l'époque, dit « Faut virer ce mec-là, qu'est-ce que c'est que ce type ?» Bah, il dit « On sait le père de l'Èbre, alors il faut le laisser. » Alors on le laisse. Alors il reste là. Ma mère, tout ça. Moi, à la fin du spectacle, je me retourne vers les musiciens, je vois mon père assis, je ne sais pas ce qui m'arrive. Et puis, finalement, fin du spectacle, je me pointe dans la loge, je l'amène avec moi, je dis « Qu'est-ce que tu fais ?» Il me dit « Je ne sais pas où je suis, je te suis. » On va donc dans la loge, il s'installe. Ma mère arrive avec son compagnon de l'époque. Là, c'est une scène extraordinaire. Ah ouais. Mon père me dit « Serre-moi un whisky ». Je lui sers un whisky. Ma mère et son pote de l'époque sont tous les deux dans la loge. Je lui dis à mon père, tu pourrais te lever quand même pour lui dire bonjour. Et, maman, je te présente papa, ça faisait quand même 25 ans. Là, il lui serre la main, il fait un baisement, il est toujours très élégant, tout ça. Tout le monde sort et il dit la seule phrase qui fait mouche dans la soirée, il dit « Je comprends pas comment puisse mettre un foulard jaune avec un blazer bleu marine. » Ah, c'est bien. Oh, c'est extraordinaire. Donc là, je dis, il y a quand même eu 25 ans de gâchis, quand même. Ouais. Votre mère vous appelait Ninuccio. Oui, parce qu'elle était italienne. Ouais. Donc, Ninuccio, ça veut dire... Mafalda. Ouais, Mafalda, voilà. Depuis que votre mère est morte, c'est dur quand même, ça va... Ben, curieusement, depuis que Mafalda, ma mine, a disparu, je suis claustrophobe et hypocondriaque. Ouais. Curieusement, je suis devenu pratiquement du jour au lendemain. Marina est cancérophobe. Ouais. Marina, tous les jours, s'invente un nouveau cancer. Ah oui? Chaque début de semaine. Vous êtes hypocondriaque? Non, juste uniquement cancérophobe. Je me trouve un Elle croit qu'elle a cancer. le cancer toutes les semaines. C'est très emmerdant, surtout pour l'entourage. C'est-à-dire que vu ce que vous avez vécu, vous étiez très attaché à votre mère, en fait. Ben, probablement, ça doit venir de ça, effectivement. Ici la voix. Oui. Thierry, je lis sur votre fiche « Faire pleurer Michel Leb ». Non. Il faut un peu enfoncer le clou, là. Hein. Non. J'ai juste une chanson pour la maman de Michel Leb. Alors, je voudrais dire que cette chanson, on l'a déjà entendue la semaine dernière, que je trouverai un moyen de vous la faire entendre la semaine prochaine. Alors, il y a un truc de fou. C'est que donc vous faites votre dictionnaire sur votre vie, et quand on arrive à la lettre X, vous parlez de Godfinger. Ah, Godfinger. Ah, Godfinger, certaines chattes n'aiment pas le mou. Ah oui, parce que j'étais à la fac de philo, il fallait que je gagne ma vie. Et un metteur en scène est venu me trouver en me disant « Est-ce que tu veux tourner dans un film ?» Je lui dis « Bien sûr. » Et je lui dis « Envoie-moi le scénario. » Il me dit « Il n'y a pas de scénario. » On va regarder, tout le monde va pouvoir se rendre compte que si. c'est un film très sérieux. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que Godfinger, c'est toujours votre pseudo sur les sites de rencontres. Toutes ces années après, quand même. On regarde. Bravo! Bravo! C'est énorme! Alors, donc ce que je voudrais dire quand même, c'est que tout à l'heure, après Salut les Terriens, on vous retrouve dans le Leb Show, donc c'est un prime time sur C8, avec Anne Roumanoff, Mesmer, Véronique Dicker, Michael Gregorio, Kevin et Tom, Kev et Gad. Alors, ce qu'il faut dire quand même, quand je dis Kevin et Tom, ça a l'air de rien, mais Oui. Tom, c'est votre fils. Ben oui, Et voilà. c'est un miracle. Alors, tout le monde croyait que vous étiez le père de Laurent Lafitte, en fait. C'est Pas vrai. du tout. Ben non, c'est le plus connu. Hein. Ouais. Parce que, enfin, c'est-à-dire que moi, j'en ai peut-être fait d'autres, Ouais. mais je les connais moins bien. Celui-là, il vous ressemble, hein, quand même. Hein. Ouais.